marabout. Bonsoir Abdoulaye et bonsoir à nos chers invités et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Alors, aux côtés de Serigne Saliou Gueye, j'ai le plaisir de recevoir M. Ibrahima Mbengue. Ce n'est pas son premier passage sur le plateau de l'essentiel. Sociologue, M. Mbengue. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de revenir ici au niveau de Sen TV parce que voilà, c'est de grands moments de partage et de réflexion. Alors la Coupe Mao, ça veut tout dire, hein. Alors à ma gauche, c'est un autre qui est également habitué du plateau de l'essentiel, c'est M. Abou Mbaye. Il est le président du mouvement Réthiou Fall Macky. M. Mbaye, c'est bien cela? Merci Mbaye, donc bonsoir, donc, et aussi merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aux Sénégalais. Alors, merci à vous et chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous connecter. Comme tous les soirs, d'ailleurs, vous êtes devenus des habitués sur notre page Facebook, c'est Sen TV, l'officiel, mais également sur YouTube, groupe des médias. Il ne faut pas également oublier de télécharger l'application désormais possible. Je veux parler justement de l'application des médias où vous pourrez suivre justement toutes les émissions de la Sen TV, mais également des Zik FM, sans oublier également le contenu quotidien justement du Tribune, du quotidien La Tribune, autant pour moi, mais également du site actunet.net. Alors, Serigne Saliou Gueye, pour démarrer avec vous, on le sait pertinemment, cette semaine a été marquée par l'exclusion de M. Moustapha Diakhaté, qui n'a pas tardé d'ailleurs à répliquer en disant qu'en réalité, cette commission de discipline était une commission illégale et que lui, son combat, il va poursuivre, justement, il va le poursuivre justement avec des apéristes authentiques pour véritablement aller dans une refondation de leur parti. Bon, Moustapha Diakhaté, ce qu'il a fait, je crois, moi je m'y attendais parce que la veille, le jour où le conseil de discipline s'est réuni pour l'exclure, le lendemain, quand on a tenu ici l'émission sur le sujet, moi j'avais dit ici que cette exclusion-là était quand même illégale parce que tout simplement ne reposant pas, bien sûr, sur une légalité reconnue au sein même de leur statut et règlement intérieur. Pourquoi je le disais? Parce qu'il n'y a aucune instance qui est habilité hors le secrétariat exécutif national qui fait une proposition d'exclusion au président du parti qui doit prendre bien sûr ses responsabilités et exclure les militants indisciplinés. Et rien de cela. Il y a une commission de discipline qu'on a réactivée et qui en réalité n'existait même pas. Donc je me pose la question de savoir pourquoi on a dit même qu'il fallait réactiver une chose qui n'existait pas. Et si c'est une commission ad hoc, il fallait tout simplement le dire. En tout cas, cette commission de discipline s'est réunie et a pris la décision qu'il fallait tout simplement faire. Or, dans le parti, la seule personne qui est habilitée à exclure un militant indiscipliné, ou bien fractionniste, ou bien qui ne s'aligne pas vraiment dans qui n'est pas dans les lignes du parti, il n'y a que le président du parti qui est habilité à le faire. Et dès l'instant que ce cas de figure-là arrive, il y a aussi une possibilité de recours. Et la possibilité de recours, c'est au niveau de l'instance qu'on appelle le Conseil national. Or, aujourd'hui, ce même Conseil national n'existe pas parce que au sein de la seule instance qui fonctionne, c'est aujourd'hui le secrétariat exécutif national. Donc, imaginez demain, si on renvoie régulièrement quelqu'un, c'est-à-dire si on exclut quelqu'un régulièrement, et qu'il y a possibilité de recours, où est-ce qu'il va faire son recours? Au niveau de l'instance qu'il a déjà exclue? Pas du tout. Il faut nécessairement recourir au Conseil national. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil national n'existe pas. C'est la raison pour laquelle je réitère mes propos en disant que la décision d'exclure Moustapha Diakhaté est frappée du sceau de l'illégalité. Je crois que dans ce cas de figure, le président du parti pouvait bel et bien prendre ses responsabilités et l'exclure. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les cas d'urgence. S'il y a un cas d'urgence, le président, sans pour autant être saisi par qui que ce soit, peut prendre la mesure. S'il est aussi saisi par une délégation départementale ou bien par une délégation de l'extérieur, il peut aussi toujours prendre une mesure d'exclusion. Mais rien de cela. Je crois que donc il va falloir nécessairement que les gens revisitent ça. Et le lendemain, quand Moustapha Diakhaté s'est réuni pour dire exactement ce que j'ai dit à propos de l'illégalité qui frappe cette mesure, qui entache cette mesure, moi je m'attendais vraiment à ce que Moustapha Diakhaté le fasse. Parce que dire que Moustapha Diakhaté doit faire un recours, c'est reconnaître ipso facto que la mesure est légale. Or, quand une mesure n'est pas légale, je crois qu'il ne faut pas faire des recours. Actuellement, maintenant, il est dans un combat pour la refondation. Peut-être que c'est là où moi je vais en tout cas m'objecter à Moustapha Diakhaté, parce que tout simplement quand on parle de refondation,
la refondation, c'est à un niveau purement idéologique. Il fallait parler de la structuration de l'APR, comme il l'a dit auparavant. Là, je suis entièrement d'accord. Mais quand il s'agit maintenant de refonder, la refondation implique bien sûr une refondation idéologique. Or, je ne pense pas qu'au sein de l'APR, c'est un problème d'idéologie qui se pose actuellement. Ce qui se pose présentement au sein de l'APR, c'est tout simplement que le parti n'est pas structuré. Et le combat originel de Moustapha Diakhaté s'inscrivait bien sûr dans ce siège-là, parce qu'il disait à l'entame bien sûr de son combat qu'il fallait nécessairement structurer l'APR, parce que depuis 11 ans, il n'y a aucune structuration et aussi il n'y a aucun renouvellement au niveau même de la tête du parti. Si c'est à ce niveau-là, ce n'est pas une refondation, c'est une structuration, parce que le parti n'a pas encore structuré. Mais dire qu'il faut refonder, ça signifie que là, il y a un problème doctrinal qui se pose. Et si c'est un problème doctrinal, je crois que là aussi, c'est autre chose plutôt que tout simplement une structuration. Alors M. Mbaye, on le sait, vous êtes à la tête d'un mouvement politique dont le dénominatif n'est autre que Réthiou Fall Macky. Alors est-ce que... qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs à aller dans la création de ce mouvement-là, alors que vous aviez la possibilité de devenir militant, d'adhérer dans un parti politique? Est-ce que c'est l'absence de démocratie telle qu'on l'a décrit pendant autant d'années dans les formations politiques qui vous pousse, vous jeunes, vous êtes nombreux à avoir des mouvements pareils? Bien entendu, parce que ce qu'on a remarqué avec le président Sall, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'abord respecté les promesses qu'il avait faites lors de sa campagne de 2012. Donc nous, en tant que jeunes aussi, on avait vu qu'au moins le Sénégal avait un niveau de démocratie. Donc il fallait quand même sauvegarder ces miettes vraiment de démocratie qu'on avait. Mais depuis la mise en place de ce régime-là, vous voyez qu'il y a un recul démocratique énorme, donc qui se manifeste par beaucoup d'actes. Donc vous l'avez vu récemment, le sujet de l'épisode de Moustapha Diakhaté, mais ça montre qu'il y a l'absence de démocratie au sein de l'APR. Mais si... Ce n'est pas seulement la paire, M. Mbaye, parce qu'on le sait pertinemment, des cas d'exclusion, on l'a constaté avec le groupe de Khalifa Sall, Barthélémy Diaz et autres au niveau du Parti socialiste. On l'a également constaté au niveau de l'Alliance des forces de progrès avec Malick Gakou et d'autres militants. On l'a constaté ailleurs, même dans les partis originels justement de la gauche sénégalaise. Mais bien entendu, mais c'est toujours le même régime. Quand on parle de PS et ses exclusions, donc on est toujours dans le même régime qui est incarné par un personnage dénommé Macky Sall. Donc c'est pourquoi le nom Réthiou Fall Macky, qui est une déception, donc un désespoir. Un regret. Donc voire même, je ne sais pas, la liste est longue pour montrer quand même que le président Macky Sall a déçu tous les Sénégalais, a déçu ses électeurs. Parce que c'est lui qui avait dit que, en fait, une fois au pouvoir, donc il n'y aurait plus d'impunité. Et il allait sauvegarder les principes démocratiques. Et aussi, il faut se rappeler quand même de la manière ou bien de la situation où nous étions en 2011. C'est-à-dire que le contexte où est né quand même ce régime-là, le régime de Macky Sall. Donc si les Sénégalais avaient porté leur choix sur Macky Sall, c'est pour qu'il apporte la rupture. Mais vous l'avez vu, la rupture a avorté. Dès les premières années de sa gouvernance, la rupture a avorté. Il y a une pluralité de programmes et de slogans, mais qui sont vides. Donc ça nous rappelle qu'il n'y a pas de rupture. C'est pourquoi nous disons Réthiou Fall Macky, qui est un slogan partagé par tous les Sénégalais. Et je pense que chaque jour, ce régime-là nous donne aussi la raison quand même de dire Réthiou Fall Macky. D'accord. Alors, M. Ibrahim Mbengue, choc émotionnel, vive ou vivace, réaction psychologique embrasante, j'allais dire. Alors, le sociologue que vous êtes, comment interprétez-vous justement ces faits politiques que l'on constate au Sénégal depuis belle lurette maintenant? Ça traduit un malaise social très très profond, parce qu'il faut revenir sur les motifs de l'exclusion de Moustapha Diakhaté. Moustapha Diakhaté a été exclu du parti APR, notamment suite à 3 interventions. La première, c'est qu'il s'associait au mouvement, en fait, aux valeurs incarnées par Nyon Lank, ce mouvement qui luttait pour
qu'il n'y ait pas hausse du prix de l'électricité. Et je pense que ça fait partie du programme de base de l'APR, notamment le Yoonu Yokkute, je pense que qui voulait effectivement lutter contre la cherté de la vie. Et l'électricité aujourd'hui pose un problème. Je pense qu'il ne faut pas théoriser, il faut rester à un niveau très très bas pour comprendre, pour que les Sénégalais comprennent de quoi il s'agit. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un frère, quelqu'un de très proche, qui va fermer sa boulangerie parce qu'il a investi plus de 30 millions. Ça fait des mois qu'il ne s'en sort plus. Il va s'en sortir. On peut multiplier les exemples pour que les Sénégalais comprennent. Donc, Moustapha Diakhaté, reprenant les valeurs, les idéologies de base, le programme de base du parti, et au-delà de cela, qui milite pour l'intérêt général, parce que ça participe un peu à l'intérêt général, voilà, il a été stigmatisé. Deuxième propos, il s'est battu pour le respect de la Constitution qui était très claire. Il n'est pas possible d'avoir un troisième mandat. Donc le respect de la Constitution qui est la charte, la loi qui fonde toutes les relations sociales, politiques, économiques, qui est à la base de toutes les normes et toutes les lois. Quelqu'un qui défend ces valeurs de base. Et au même moment, pour faire le parallélisme, l'analyse croisée, il y a d'autres personnes au même moment qui ont pris la parole pour défendre des intérêts particuliers et souvent des intérêts indus. Par exemple, quelqu'un qui serait déjà député, président du Parlement et qui réclame des parts, des marchés de façon indue. Et cette personne est non seulement est promue, mais est reçue au palais. Vous voyez l'analyse croisée. Et c'est pourquoi ça traduit un malaise très très profond. Qu'on exclut une personne, comme vous l'avez dit, d'un parti politique, ça peut être une chose courante parce qu'on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas les mêmes intérêts. Mais quelqu'un qui réclame que le parti respecte les engagements qu'il avait pris au départ, quelqu'un qui est exclu tout simplement parce qu'il défend l'intérêt général, l'intérêt de tous les Sénégalais, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal doit se poser des questions de façon profonde. Qui sont ceux-là qui nous dirigent? Et est-ce qu'ils sont là pour l'intérêt général? C'est qu'expliquer un peu le parti avant, la patrie avant le parti, parce que tel est le slogan de base de l'APR. En 2012, ça a été assimilé par tous les Sénégalais et réclamé par tous les Sénégalais. La patrie avant le parti. Quelqu'un qui défend les intérêts de tous les Sénégalais, qui se voit exclu de cette façon, rappelé par Seigne Salou, qui est déjà injuste par rapport à la procédure. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est est-ce que les Sénégalais, aujourd'hui, acceptent encore d'être dirigés par des personnes qui défendent des intérêts particuliers? Parce que si on fait l'analyse croisée, des personnes qui défendent des intérêts personnels sont promues au même moment où M. Diakhaté défend l'intérêt général. Et l'intérêt général tourne autour de la baisse de l'électricité telle que promue, comme l'a dit mon co-débatteur au départ. Donc c'est une promesse à tenir. Est-ce que les Sénégalais partagent encore ces valeurs? Est-ce que les Sénégalais sont encore prêts à accepter que le Sénégal soit dirigé pour des intérêts personnels? Et autre exemple, si vous me le permettez, c'est une vidéo qui circule où un membre très influent de l'APR, qui a aussi été promu, que se dire qu'il ne croit pas à ce slogan, la patrie avant le parti, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire l'intérêt du Sénégal, l'intérêt des Sénégalais n'a aucune valeur pour le parti qui nous dirige. Or, ils sont payés par les Sénégalais. Ils bénéficient du suffrage des Sénégalais. Donc, voici la vraie problématique qui se pose. Ce n'est pas l'exclusion de Moustapha Diakhaté en tant que tel. Il a été exclu. Pourquoi?
La seule chose qui me dérange dans l'exclusion de Moustapha Diakhaté, c'est le combat qu'il aurait dû mener au départ. Parce que quelqu'un comme Ousmane Sonko a été exclu dans les mêmes conditions, dans les mêmes formes. Dans la fonction publique. Oui, parce qu'il défendait aussi l'intérêt général, à savoir la fiscalité. Je revenais sur la fiscalité. Que la fiscalité, en fait, les Sénégalais doivent payer le fisc, à commencer par les députés qui incarnent le peuple. Il a été exclu, radié de la fonction publique. Et c'est ce même Moustapha Diakhaté, n'est-ce pas, qui a défendu le dossier du parti à l'époque, n'est-ce pas, contre. Donc aujourd'hui, ce sont les conséquences de cela. Donc si on voit un mal sortir de terre, germer, c'est tout le peuple qui doit se mobiliser effectivement pour faire en sorte que ce mal ne gangrène pas. Parce que la conséquence, c'est quoi? Demain, nous serons dirigés par des personnes qui vont s'accaparer de tous les marchés pour leur propre compte et qui osent le dire à l'Assemblée nationale. Je parle parce que vous ne m'avez pas donné le marché, n'est-ce pas? Je mets du sable sur le... Ouais, c'est important à ce niveau, Serigne Saliou Gueye, quoi qu'on puisse dire. Alors, comment justement appréhender l'ensemble de ces faits politiques, de ces positions et de ces positionnements par rapport justement aux citoyens qui semblent ne pas comprendre ou qui acceptent justement, ou qui fait semblant de ne pas comprendre et qui acceptent justement ce qu'on lui impose par rapport justement à l'utilisation de l'argent du contribuable tel que l'a développé M. Ibrahima Mbengue. Ce que Mbengue a dit, je le partage entièrement. Et là, je crois que la leçon qu'on doit tirer de l'exclusion de Moustapha Diakhaté, c'est que chaque fois, quand on mène un combat, il faut que ça soit un combat de principe. Parce que le combat de principe, ça transcende tout le monde. Et que demain, on peut se retrouver dans une situation de victime et qu'on peut avoir besoin même de ce combat-là. Parce que quand Sonko a été radié, il est vrai que lui, il a été, à l'époque, il était président du groupe parlementaire et il a joué quand même un rôle pas assez négligeable dans l'exclusion même de Sonko, même s'il n'a pas été, bien sûr, le principal décisionnaire de tout cela. Mais à l'époque, il devait mener un combat, parce que le combat de principe, je dis, ça transcende les partis, ça transcende même les personnes. Parce que les principes sont toujours là, les personnes passent, mais les principes demeurent. Et je crois qu'aujourd'hui, il est en train de vivre la même situation. Il a été exclu non seulement de la présidence, mais voilà aujourd'hui qu'on l'éjecte aussi du parti. C'est bon, heureusement qu'il s'est un peu réveillé pour mener aussi le combat. Mais ce combat-là, ça a toujours été vraiment le combat du peuple. Le combat du peuple, c'est quoi? C'est que quand il y a une injustice qu'on veut imposer aujourd'hui au peuple, les gens sont là, dans des structures bien identifiées, quand même, pour pouvoir prendre en charge cette revendication populaire. Et c'est ça qui explique, depuis un premier temps, quand on a parlé de la gestion nébuleuse de nos ressources minières et naturelles, il y a eu l'érection, bien sûr, de Aar Li Ñu Bokk. Aar Li Ñu Bokk, c'est-à-dire pour essayer, bien sûr, de protéger ce qui nous appartient. Et aussi dire aux autorités que cela, en réalité, ne vous appartient pas. Parce qu'à un certain moment, quand on s'élève pour parler de la gestion des ressources naturelles, on voyait souvent le pouvoir ruer dans les brancards pour flétrir les gens qui portent ce combat-là. Et je crois que Ousmane Sonko en a été, bien sûr, la principale victime. Parce que le fait de radier Sonko de la fonction publique, cela ne découlait pas exclusivement de ce qu'on appelait, il a violé l'obligation de réserve ou bien de discrétion. C'était pas absolument pas ça. Parce que Sonko menait un combat pour la gestion transparente, bien sûr, des ressources naturelles. Et je crois qu'à un certain moment, ça avait agacé le pouvoir et les gens, ils ont saisi quand même l'occasion pour essayer de mettre Sonko à côté de tout cela. Mais je dis que même si Sonko a été radié, cela n'a pas empêché en tout cas l'ardeur populaire de continuer à mener ce combat-là. Parce que c'est un combat citoyen et je crois que le citoyen, quand on touche à ses intérêts, la Constitution lui permet de bel et bien de manifester et de réclamer aussi ce qui lui est dû. Malheureusement, c'est là qu'on a aujourd'hui en face. Il mène un combat, pas pour un combat pour le peuple, mais il mène un combat pour des intérêts groupusculaires, où souvent même ça tourne autour d'une seule personne. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. À un certain moment, quand Aar Li Ñu Bokk mène ce combat-là, quand Ñoo Lank Ñoo Bañ mène un combat contre la hausse du prix de l'électricité, qu'il y ait en face
un autre, c'est-à-dire un contre-mouvement pour bien sûr jeter l'anathème ou bien en tout cas contrecarrer les objectifs de Ñoo Lank Ñoo Bañ. Parce qu'il y a eu un mouvement, bon, les gens sont libres de créer leur mouvement, mais je crois que aussi on ne peut pas créer un mouvement à partir d'un mouvement qui a été créé. Mais ça on l'avait vu sous Abdoulaye Wade, parce que lorsqu'il s'était agi de la création du mouvement Y en a marre, des jeunes avaient été instrumentalisés au point de créer Y en a envie. Et souvent, qu'est-ce que vous voyez? C'est des feux de paille. C'est-à-dire ils font tout simplement long feu et ensuite on n'en parle plus. Et pourtant, dans la Constitution, si vous regardez l'article 9 de la Constitution, c'est-à-dire réprime tout mouvement qui essaie en tout cas de contrecarrer la liberté les libertés qui sont consacrées bien sûr à l'article 8. Et malheureusement, une fois le préfet n'a pas pris son courage à deux mains pour essayer non seulement d'interdire ces gens-là qui se disaient les boucliers de la République, mais le préfet tout simplement a fait interdire les deux manifestations parce que simplement il y avait menace de confrontation. Alors qu'il revenait lui, en tant qu'autorité préfectorale, quand même, de déployer l'ensemble des forces de sécurité ou tout bonnement de se référer à la Constitution, article 9, pour tout simplement supprimer la manifestation de ce qui se réclame de les boucliers de la République. Malheureusement, le préfet ne l'a pas fait et c'est ça, moi, qui me dérange dans ce pays-là. Parce que ces combats-là, quand on les mène, ça dit ce sont des combats populaires. Si on parle aujourd'hui de la hausse du prix de l'électricité, ça ne concerne pas simplement ceux qui se regroupent au sein de Aar Lu Ñu Bokk ou bien au sein de Ñoo Lank Ñoo Bañ, ça concerne tous les gens, y compris ceux qui sont dans la mouvance présidentielle. C'est la raison pour laquelle, quand je vois des associations de consuméristes qui sont actionnés, des imams qui sont actionnés pour pouvoir donner du crédit à la hausse du prix de l'électricité. Or, aujourd'hui, rien ne fonde cette hausse du prix de l'électricité. C'est vraiment dommage, mais le Sénégal aussi, nous en sommes aujourd'hui à un tournant où les gens sont complètement réveillés. Il y a de ces décisions qu'on ne peut plus imposer aujourd'hui au peuple sénégalais. Et ce qui est sûr et certain, dans ce combat-là contre la hausse du prix de l'électricité, les gens ne sont pas prêts de démordre. Ils iront jusqu'au bout. Quoi que ça puisse leur coûter, aujourd'hui, le héros de ce combat-là, Guy Marius Sagna, est resté en prison, mais ce qui est sûr et certain, ceux qui sont aujourd'hui libres de leur mouvement ne vont pas du tout quand même abdiquer, parce que c'est un combat qui engage l'ensemble des citoyens sénégalais. Alors, Abou Mbaye, on le sait, quoi qu'on puisse dire, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui nous sommes au Sénégal des exclusions, nous sommes au Sénégal de la victimisation, nous sommes au Sénégal des emprisonnements. Je veux faire allusion à Guy Marius Sagna, et même si les autres aujourd'hui sont libérés, tels que le docteur Babacar Diop. On est au Sénégal justement des revendications, etc. Alors, à votre niveau, vous jeunes, quel est le principal message que vous délivrez justement aux jeunes Sénégalais afin qu'ils comprennent mieux les véritables enjeux de l'heure? Parce que les enjeux, ils sont multiples, mais également des enjeux assez importants. Mais bien entendu, moi aussi, vous vous rappelez un peu, le 23 juin, je pense que le peuple sénégalais a donné des messages forts aux gouvernants. Vous avez vu vraiment donc des mouvements touche pas à ma constitution, etc., etc. Donc c'était quand même une manière de dire désormais un dirigeant à la tête du pays doit se comporter de cette manière. Comment? C'est-à-dire que respecter d'abord la constitution qui est la mère quand même des lois, donc qui est au suprême. Maintenant aussi un gouvernant aussi doit privilégier l'intérêt général au détriment de l'intérêt général, au détriment de l'intérêt personnel ou bien l'intérêt particulier. Vous l'avez dit, donc la patrie avant le parti. Donc il y avait des slogans que les jeunes avaient concoctés et avaient mobilisés et les avaient donnés comme message aux gouvernants. C'est dans ce contexte-là que Macky Sall, à un moment donné, a fait le pas sur les autres. Parce qu'il s'est comporté que moi, si une fois au pouvoir, donc je marquerai la rupture. Les jeunes avaient dit oui, avaient voté pour lui. Mais ce qu'on a vu, pour répondre à ta question, mais c'est des emprisonnements, c'est des menaces de mort, c'est des agressions. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été victime d'une agression chez moi à Guédiawaye. Mais le message que je donne, c'est quoi? C'est-à-dire que le Sénégal, c'est notre pays. Et aussi, c'est notre patrimoine le plus cher. Donc, même si on doit donner notre vie
pour sauvegarder les principes et aussi pour sauvegarder nos ressources financières, nos ressources naturelles, nous le ferons, même jusqu'à notre dernier souffle. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est quoi? C'est-à-dire que les finances publiques, les ressources naturelles, c'est le patrimoine que nous partageons nous tous. Ça ne doit pas être à la portée d'un clan ou bien d'une élite. Non. Nous disons non et aussi nous assumons tout ce que va découler quand même de ce combat. J'en appelle aussi à la jeunesse. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire le combat avec élégance et pour montrer que même si ce régime-là a horreur du droit et à la justice, nous respectons toujours les principes démocratique, nous respectons les lois et règlements de notre pays. Mais Abou Mbaye, vous à travers vos lunettes, vous me voyez très bien, n'est-ce pas? Oui. Alors si on passe à la loupe justement les différents questionnements, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui que le Sénégal est malade de son élite politique? Pas de cette élite politique qui est seulement au pouvoir, mais également de cette élite politique qui est également dans l'opposition, quoi qu'on puisse dire. Non, mais bien entendu, parce que moi, en fait, j'étais surpris quand même de savoir ce qui se passe dans le dialogue. Moi, j'ai été invité, mais je suis surpris de ce qui se passe là-bas, comme vous le dites. Donc, c'est la même classe politique qui est là, au pouvoir. Donc, il y a une omerta quand même de la classe politique. Donc, le pouvoir et l'opposition, c'est la même chose, c'est les mêmes habitudes, c'est les mêmes perceptions, c'est les mêmes réalités. Nous, on en a marre vraiment de cette classe politique-là. Il faut renouveler les instances. Et aussi, j'en appelle à la jeunesse que cette jeunesse-là aussi doit quand même s'approprier de la gestion des affaires publiques. En fait, on a vu certaines personnalités qui sont là depuis avant l'indépendance, après l'indépendance et jusqu'à présent. Et ça aussi, vraiment, parfois, c'est une insolite. Quand on voit un vieux vraiment gouverner des jeunes. Et pourtant, en fait, il y a un paradoxe énorme dans ce régime-là, quand on parle d'émergence. Or que la jeunesse est reléguée au second plan. On voit des vieux qui sont là, mais qui ont pris leur retraite, mais on leur rallonge vraiment leur travail pour qu'ils puissent continuer leur tâche. Il y a des nominations de vieux. Vraiment, quand on nous parle vraiment d'émergence, moi je me dis que, est-ce que ces gens-là, parfois, avant de parler, est-ce qu'ils réfléchissent avant de parler aux Sénégalais? Parce que parfois c'est paradoxal de voir beaucoup de choses. L'émergence doit porter par des jeunes, mais une jeunesse sans formation, une jeunesse désœuvrée, une jeunesse qu'on emprisonne pour des détails. Mais est-ce que cette jeunesse-là peut porter l'émergence? Mais non, ce ne sont pas ces vieux-là qui ont fait leur temps ou bien qui sont au crépuscule de leur carrière politique, qui peuvent faire quelque chose, qui sont là depuis vraiment l'indépendance. S'ils pouvaient faire quelque chose, ils l'auraient fait depuis longtemps. Alors, à entendre Abou Mbaye, la jeunesse est à la périphérie de la gestion des affaires publiques. Mais Ibrahim Mbengue, permettez-moi de rappeler, Serigne Saliou Gueye, que demain, 25 janvier, nous célébrons, j'allais dire, le Sénégal célèbre la 11e année de la disparition d'un illustre homme. Je veux parler de Mamadou Dia, le Maodo, qui a marqué l'histoire politique du Sénégal. Mais il faudra impérativement que ces personnalités-là soient mises en avant pour que la jeunesse puisse s'approprier justement du travail qu'elles ont pu faire durant toute leur existence. Et Mamadou Dia, incontestablement, en fait partie. Il faudra impérativement que tous les jeunes du Sénégal puissent connaître qui était le Maodo. Alors, Ibrahim Mbengue, aujourd'hui, on le sent, on le voit au Sénégal, on a l'impression que nous sommes dans une permanente campagne électorale. Et de janvier à décembre, c'est toujours le même discours, c'est toujours le même contenu, ce sont les mêmes profils, ce sont les mêmes hommes et les femmes qui animent justement le débat politique. Que faut-il justement pour changer, essayer de changer, afin que la société beaucoup plus s'intéresser justement à d'autres modèles de développement par rapport à l'emploi des jeunes, par rapport justement à l'éducation, par rapport à tant justement de défis qui attendent le Sénégal? Oui, ce qu'il faut changer, il y a énormément de choses à changer. D'abord, dans la perception du parti politique, vous l'avez dit. Je pense qu'aujourd'hui, la perception, la définition du parti politique pose problème. Parce qu'on est en face de clans, on est en face d'équipes de football. On prend position selon qu'on est avec ou contre les membres du parti. Donc aujourd'hui, c'est ça le véritable problème.
on assiste à ce qu'on appelle le clanisme. Ce sont des clans qui sont en face de nous, premièrement. Deuxièmement, c'est un investissement personnel, c'est des aventuriers pour la plupart, des opportunistes pour la plupart, qui militent dans les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, la politique est le chemin le plus court pour s'enrichir. Donc aujourd'hui, nous avons un problème au niveau de la définition même du parti politique. Même au niveau de la société, la division est faite selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre côté. Parti politique, parti de l'opposition, parti au pouvoir. Donc il y a un véritable problème notionnel, conceptuel. Et c'est pas ça, c'est une dérive. Parce qu'avant, juste après les indépendances, on n'avait pas cette perception du politique ou de la politique. C'était la méritocratie, c'était le diplôme, c'était le profil, n'est-ce pas? Et les personnes étaient nommées sur la base de leurs compétences et pour l'intérêt général. Aujourd'hui, et depuis 12 ans, et ce qui a causé effectivement beaucoup de perversion de la société, non pas parce qu'ils sont méritants, non pas parce qu'ils ont fait de longues études, non pas parce qu'ils défendent l'intérêt général comme le fameux M. Sall de Thiès, qui a défendu l'intérêt général. Alassane Sall, qui a défendu l'intérêt général. La conséquence, c'est quoi? Non seulement il a été exclu, mais les Sénégalais n'ont pas rué sur les brancards. Quelqu'un défend vos intérêts, vos ressources naturelles. On l'exclut. Il n'y a aucune manifestation, aucun mouvement. Il défend l'intérêt. Et son premier ministre, sur la base des propos rapportés, lui aurait dit, moi, je suis comme un bouton. Je suis à la solde de quelqu'un et contre l'intérêt général. Donc aujourd'hui, pour que et j'ai d'autres anecdotes. À un moment donné, quelqu'un m'a dit, et j'étais sidéré, il faut prendre la carte de membre du parti, d'un parti d'opposition, parce qu'ils vont bientôt, ils seront bientôt au pouvoir. Ça signifie quoi? On s'investit, une fois au pouvoir, on récolte des dividendes. Donc c'est la conception même du politique. C'est-à-dire que c'est pour la plupart des personnes qui ont leur machine à calculer pour voir s'il faut additionner ou s'il faut soustraire. C'est-à-dire on est à l'entre-deux tours. Est-ce que l'autre va gagner? Est-ce que l'autre va perdre? Etc. Et on choisit son camp selon que l'autre va gagner ou selon que l'autre va perdre. Et après, on cherche les dividendes. Donc aujourd'hui, le problème principal qui se pose dans nos sociétés, et ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Ailleurs, on est dans le même parti, on n'a pas les mêmes convictions, on se crêpe les signaux, n'est-ce pas, pour défendre chacun ses principes et pour l'intérêt général. On peut ne pas avoir la même vision, etc. On n'est pas nommé parce qu'on est premier dans le parti ou on est dernier. On est nommé parce qu'effectivement, on représente l'intérêt général et on représente la méritocratie. Aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi, monsieur Mbo? C'est la politisation de l'administration. Aujourd'hui, même l'administration publique ne travaille plus pour les citoyens. Même l'administration publique ne travaille plus pour les usagers. L'administration publique travaille maintenant et inféodée au parti. Ceux qui sont nommés à la tête des administrations publiques, c'est qui? C'est les responsables au sommet dans les partis politiques. Justement. Ou bien, qui occupe les plateaux de télé, qui sont les porte-voix effectivement des partis politiques. Au détriment de qui? Un jour, j'ai rencontré un inspecteur des impôts d'une telle probité, d'une telle intelligence. Mais j'ai été surpris de voir le niveau qu'il occupe dans la hiérarchie. Parce que, tout simplement, il est propre. N'est-ce pas? Et il ne fait pas de la politique. Non, il ne fait pas de la politique, au contraire. C'est parce qu'il ne fait pas de la politique. Justement, donc c'est ça, c'est la conception même que nous avons et que nous acceptons, parce que c'est nous, Sénégalais, qui avons accepté cette conception. Que des aventuriers, que des personnes au niveau de la tribune de l'Assemblée puissent insulter tout le monde parce qu'il n'a pas obtenu de marché et que demain, que ça ne fasse pas scandale. Ça, c'est au Sénégal que ça se passe.
C'est au Sénégal que ça se passe, parce que c'est la conception même du politique. On dit, oui, vous avez été membre d'un parti. Il y a même certains qui disent, oui, je suis là parce que j'ai fait la prison pour défendre le tri, j'ai fait ceci, j'ai été, etc. Mais ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Prenons les jeunes de Y'en a marre. Que n'ont-ils pas fait pour le Sénégal? Est-ce que ça leur donne droit d'être ministre ou député ou je ne sais quoi? Ils l'ont fait pour l'intérêt général. Un membre d'un parti qui dit, ce poste de ministre, je le mérite parce que j'ai été membre fondateur du parti. Et membre fondateur du parti, ça ne va absolument rien dire. Parce qu'un parti, tel qu'on doit le concevoir, c'est une vision, c'est une stratégie, c'est des actions pour le développement du pays et non pas pour des retours sur investissement. Alors, il faudra bien que l'école du parti revienne dans les partis politiques, hein, excusez-moi de la redondance, parce qu'en réalité, les partis de masse, ou même les partis en tout cas qui ont évolué dans la clandestinité jusqu'à l'ouverture démocratique, ont eu des écoles de partis très fortes. Alors, quoi qu'on puisse dire, depuis plus de 10 ans maintenant, au Sénégal, on assiste beaucoup plus à une nouvelle forme de corruption. C'est la corruption de la parole, quoi qu'on puisse dire. C'est comme, dirait-on, passe-moi l'expression, que la parole est endoctrinée et que l'esprit est assez balkanisé. Mais à ce niveau, est-ce que c'est ce qui pousse justement le Sénégal à toujours verser justement dans la corruption? Parce que selon le dernier rapport de Transparency International, notre pays stagne dans la zone rouge. C'est ça le gain. Je crois que ça ne doit pas être une surprise parce que depuis 2012, nous n'avons pas quand même fait plus de 2 points. Parce qu'en 2012, quand le président Macky Sall arrivait au pouvoir, le Sénégal avait fait 46 points sur 100. Parce que comment il faut comprendre aussi l'indice de perception de la corruption, c'est qu'à mesure que l'on s'approche des 100 points, on est moins corrompu. À mesure que ça dégraisse, là on va vers, bien sûr, les pays les plus corrompus. Et nous, on n'a pas encore atteint la barre des 50 points. Depuis 2012, on oscille entre 45, 44 et 46. D'ailleurs, 46, c'était en 2012. Depuis lors, c'est 44, 45. Aujourd'hui, le résultat que nous avons obtenu, 45 sur 100 points, ça signifie que, bon, il y a 65 points, nous, on court derrière 65 points pour aller, bien sûr, dans la zone des pays les moins corrompus. Et ça, ce n'est pas une surprise dans la mesure où, dans notre pays, quels sont les instruments qui luttent contre la corruption aujourd'hui qui fonctionnent? Quand le président Macky Sall, c'est la raison pour laquelle, moi, très souvent, je dis, j'aime bien le président Macky Sall, mais j'aime le président Macky Sall, président de l'APR, quand il était dans l'opposition. Parce que son discours était tellement attractif, son discours était tellement citoyen, au point que ça a fait vraiment rêver beaucoup de Sénégalais et que beaucoup de Sénégalais lui ont accordé leur suffrage. Malheureusement, on a vu ce qui est venu par la suite. Quand il mettait en place l'OFNAC, c'était pour lutter contre la corruption. Quand on avait même réactivé la CREI, c'était pour quand même lutter contre certains délits de corruption de l'ancien régime. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? L'OFNAC, depuis 2014, ne produit plus de rapports. En tout cas, il n'y a plus de rapport de l'OFNAC aujourd'hui. La Cour des comptes aussi, idem. L'IGE, on ne voit plus ces rapports. L'ARMP, c'est récemment qu'ils ont sorti un rapport quand même bon pour s'attaquer à la petite corruption, mais vraiment la grande corruption, l'ARMP n'en a pas du tout parlé. C'est la raison pour laquelle un pays qui ne lutte pas, en tout cas qui ne met pas en exergue ces organes de contrôle et qui luttent contre la corruption, comment voulez-vous que ce pays quand même sorte de la zone rouge? Parce que si on met en place l'OFNAC avec tous les moyens pécuniaires afférents, alors qu'en réalité, l'OFNAC ne produit pas de rapport, ou bien les rapports que l'OFNAC produise sont aujourd'hui souffrent sous le coude, bien sûr, du coude pointu et du président de la République. Je crois qu'en ce moment-là, quand même, il ne faut pas s'effarer du fait que le Sénégal se trouve toujours dans la zone rouge. Cette zone rouge-là, je crois que nous ne pourrons la quitter que le jour où le président va libérer les instruments de contrôle comme l'OFNAC, comme la Cour des comptes, comme aussi l'IGE. Mais dès l'instant que tous ces rapports-là aujourd'hui dorment dans les tiroirs de la présidence, je crois qu'en ce moment-là, quand même, on ne peut plus parler de lutte contre la corruption. Autre chose aussi, si vous regardez les recommandations de Transparency International, c'est-à-dire l'organe qui dirige cet indice de perception de la corruption.
dans cela, c'est-à-dire parmi les 7 recommandations, pratiquement aucune recommandation n'est suivie par l'État sénégalais. À savoir, on a dit qu'il faut donner plus de pouvoir aux citoyens et encore renforcer le système de redevabilité. Il faut protéger les activistes, il faut protéger les lanceurs d'alerte, il faut protéger les journalistes parce que ce sont eux qui se mettent en avant dans la lutte contre la corruption. Il faut aussi renforcer l'intégrité électorale. Il faut aussi éviter les conflits les conflits d'intérêts. Mais rien de tout cela dans notre pays. Si on ne respecte aucune de ces recommandations, je crois que le Sénégal aujourd'hui est bel et bien à sa place. Dans la zone rouge. Alors, Aboumbaye, vous comprendrez, tout comme M. Meng, il nous reste moins de 5 minutes. Alors, très rapidement, sur cette affaire de corruption, très rapidement, Aboumbaye. Voilà, pour cette affaire de corruption, je pense que ce régime n'est pas prêt à le régler parce qu'il a montré. Vous avez vu le cas du député Bougazeli, donc qui était quand même un fait très marquant. Je pense que c'est un scandale. Après l'affaire BBC, je pense que l'affaire Bougazeli est un scandale qui a surpris tous les Sénégalais. Mais vous avez vu le traitement de faveur qu'il a bénéficié. Un député pris en flagrant délit est rentré chez lui. On l'a permis de rentrer chez lui et aller jusqu'à Touba et revenir. Mais ça, c'est un scandale. Et aussi, du coup, c'est-à-dire que ce régime-là, je l'ai dit, moi, mon problème avec ce régime-là, c'est-à-dire que ce régime a bafoué vraiment les principes démocratiques. Il faut revenir à la base, c'est-à-dire qu'il faut la séparation efficiente des pouvoirs. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un seul pouvoir. D'accord. Donc, qui est le pouvoir exécutif, qui vraiment empiète le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Vous l'avez vu, ce qui est... Alors, il ne faudra pas me pousser à créer je vous ai expliqué. Alors, il faudra bien comprendre. Alors, M. Meng, pour conclure sur cette affaire de corruption. Oui, je pense que les Sénégalais ne comprennent pas c'est quoi la corruption. Parce que c'est des termes qui sont assez intellectuels, assez distants de leurs préoccupations premières. Mais en réalité, ils ne comprennent pas que la corruption, c'est la gangrène de la société. C'est la perversion au plus haut niveau. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'est pas protégé en rien du tout. C'est-à-dire demain, quelqu'un peut venir vous assassiner, tuer votre frère, tuer votre neveu, et vous allez le retrouver dans la rue. Vos biens ne sont pas protégés. Vous avez les plus méritants. Vous avez fait tout votre cursus, vous avez été premier partout. Vous faites un concours et vous êtes le dernier. Et ceux qui vont nous diriger aussi seront les plus médiocres de la société. Donc, il y a un renversement de la marche de la société. C'est ça que ça signifie. Et les exemples sont concrets. Moi, j'ai acheté, pour prendre mon exemple, un terrain. On m'a escroqué. J'ai été à la gendarmerie, j'ai porté plainte. Aujourd'hui, la personne, elle n'a même pas été convoquée. Donc, mes biens ne sont pas protégés. S'il est du régime, vous risquez de perdre votre terrain. Et ce qui est le plus grave, 95% des cas de corruption concernent ceux qui doivent nous protéger, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et surtout l'administration publique. Ça signifie quoi? Ça signifie concrètement, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, que la personne qui pense qu'il est très éloigné de ses préoccupations, il sort, il est heurté par un véhicule. Il ne sait pas qu'il y a une relation de cause à effet. Parce que le permis qu'il a obtenu, ne sachant pas conduire, a dépendu de la corruption, etc., etc. Donc les conséquences, on les mesure au quotidien. Et c'est très grave. Ouais. Mais c'est on le sait pertinemment, le renversement justement de la marche de la société, oui. Ça a conduit toujours à cette lutte incessante, justement, la lutte des classes. Et Karl Marx avait raison d'en parler. Alors, M. Aboumbaye, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Réthiou Falmaki. Il faudra bien que vous poursuiviez le combat, c'est bien cela. C'est moi qui vous remercie. Alors